aujourd'hui, dans les clés de la créativité, je vais vous parler d'éthologie. On est sur YouTube, vous savez ce que vous avez à faire pour aider la chaîne, vous likez, vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification pour ne jamais manquer les nouvelles vidéos. Je sors une vidéo tous les 15 jours. L'éthologie, c'est la science qui étudie le comportement des animaux, que ce soit en milieu naturel ou en semi-liberté. On compare souvent la créativité animale et l'intelligence animale. La créativité, c'est le fait d'avoir des idées nouvelles, originales et utiles. Pour les aborigènes d'Australie, le feu leur est venu par des oiseaux rapaces qui auraient donné le feu aux hommes. On a découvert que c'est peut-être pas tant une légende que ça. Il existe 3 espèces de rapaces distinctes, 2 espèces de milan et une espèce de faucon si ça vous intéresse, utilisent effectivement des brandons, des brindilles enflammées pour aller propager les incendies. Ils le font de manière délibérée, ils ramassent des brandons, c'est-à-dire qu'ils se posent, ramassent le brandon et vont le poser plus loin. Leur objectif est d'élargir et d'étendre les incendies pour que leur proie sorte. Il s'agit là d'une utilisation extrêmement créative du feu. Mais jusque-là, on pensait que seuls les êtres humains étaient capables de manipuler du feu. Aujourd'hui, on sait que pas une espèce, mais 3 en sont capables. Dans le cas des faucons, c'est assez nouveau, c'est très original, et pour eux, c'est très utile. Pour les humains et la biodiversité, c'est moins sûr. On va reprendre les bases. La créativité, on a vu. Maintenant, comment est-ce que font les animaux pour utiliser leur intelligence et pourquoi? Et qu'est-ce qu'on considère comme de la créativité animale? Au début, on a considéré que seuls les grands singes étaient capables d'utiliser des outils. Les grands singes, c'est les 4 espèces principales sans queue. Les gorilles, les bonobos, les orang-outans et les chimpanzés. En milieu naturel, les chimpanzés, par exemple, utilisent régulièrement des outils soit pour chasser, donc ils peuvent utiliser des bâtons, des branches, ils vont aussi utiliser des brindilles, de longues brindilles pour aller chercher des termites. Ils peuvent utiliser aussi des feuilles en guise de médicaments pour se soigner. On n'est pas exactement sur un outil, mais on peut avoir un début de pharmacopée. On considère que l'utilisation d'outils, c'est de la créativité. Parce que quand on n'a pas de pouce opposable comme les humains et qu'on a juste un bec et des pattes, et qu'on va développer au-delà de l'usage son bec et ses pattes, c'est qu'on crée un outil. Et donc on est créatif, parce que la solution est nouvelle et utile, et originale. Les gorilles utilisent rarement, très rarement des outils, mais on les a vus le faire en captivité. C'est là où, pour moi, il y a un sujet, c'est que des animaux qui, en milieu naturel, n'auraient pas nécessairement besoin de cette créativité, la découvrent en captivité. Je suis pas un grand fan de la captivité animale. Mais dans certains cas, des animaux qui par exemple étaient orphelins et qui ont été récupérés jeunes ne peuvent pas être réhabilités en milieu naturel. Et donc ils sont conservés et maintenus en vie dans des enclos en semi-liberté, et c'est ça dont on parle. Ceci étant dit, les gorilles peuvent utiliser eux aussi des bâtons pour aller récupérer des figues au fond de troncs creux qu'ils ne pourraient pas récupérer avec leurs doigts. Ils raffolent des figues et c'est un moyen de montrer leur créativité. Après les grands singes, les petits singes aussi, donc les singes à queue, font preuve de beaucoup de créativité, notamment dans l'imitation. Ils sont capables, pour casser des noix par exemple, d'aller utiliser différentes duretés de sol et frapper sur les noix avec des cailloux. On a vu dans une île au Japon des macaques qui ont commencé, après qu'une patate douce soit tombée dans de l'eau, à régulièrement laver les patates. Ça évite d'avoir les dents qui crissent à cause du sable. Et donc, les patates douces ont été lavées. Au début, seule une femelle faisait ça, puis elle a communiqué ça à ses petits. Et au bout de quelques années, tous les macaques de l'île lavaient leurs patates douces. Ensuite, ils ont commencé à faire la même chose avec du blé. Quand les grains de blé sont mélangés à du sable, si on les jette dans l'eau, le blé flotte, le sable descend. Il y a un début, on va dire, de culture autour de l'utilisation de l'eau. Et on a découvert, par exemple, en apprenant à compter à des chimpanzés jusqu'à 9, qu'ils avaient une mémoire visuelle et spatiale énorme. Ils dépassent les humains à ce niveau-là. Si vous apprenez à compter à un chimpanzé jusqu'à 9 et que vous affichez sur un écran face à lui les chiffres ensuite de 1 à 9 et que vous les éteignez en l'espace d'une petite seconde, le chimpanzé est capable de refaire la séquence complète
Des espèces de corneilles ont été vues en train de tailler des brindilles de différentes formes et de différentes manières, en ayant jusqu'à 4 outils, un petit peu comme un couteau suisse, qu'elles vont utiliser avec leur bec pour aller récupérer des larves dans des troncs creux. Vous imaginez un oiseau qui fabrique 4 outils différents pour aller chercher des larves. Alors oui, cette créativité-là, elle est par nécessité alimentaire. L'école comportementaliste a estimé que c'était du comportement inné et pas de la créativité. À mon sens, on n'est pas sur de l'inné. C'est appris. Donc on est sur une création d'outils. On a vu des corneilles voler avec des couvercles de seau en plastique, retourner le couvercle du seau sur le toit enneigé et faire de la luge. Récupérer le couvercle et recommencer. Donc on a aussi de la créativité autour du jeu. Là, on parle d'oiseaux, d'espèces avec, on va considérer de petits cerveaux, de petits groupes neuronaux. Il y a aussi, chez les oiseaux, comme on l'a vu avec les faucons récemment, des espèces qui sont très spécialisées dans l'utilisation de différents outils. Et on peut encore descendre plus bas dans l'échelle de l'évolution, et même aller chercher chez les poissons, ou chez les invertébrés, donc tout ce qui n'a pas de colonne vertébrale, comme les araignées, les poulpes. Tout le monde sait que les poulpes sont très intelligents, mais à quel niveau ? En vérité, on considère qu'un poulpe peut avoir une intelligence qui serait équivalente à celle d'un enfant de 3 ans. Sauf que le poulpe a 9 cerveaux. Et il est capable de manipulations complexes pour ouvrir des bocaux de confiture fermés pour récupérer un crabe à l'intérieur. Là, on arrive dans des démarches qui sont soit pour de l'alimentaire, soit pour récupérer sa liberté. Si on demande à un poisson de grimper à un arbre et qu'on pense que l'intelligence c'est de savoir grimper à un arbre, le poisson va échouer au test. Si on demande à un être humain de survivre plus de 3 minutes sous l'eau et que le résultat du test de réussite, c'est la survie plus de 3 minutes, pas beaucoup d'humains vont être considérés comme intelligents. Une expérience de la NASA, par exemple, c'est de demander à ses futurs recrues qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec un trombone. La majorité des adultes peut trouver 7, 8, parfois 10 utilisations d'un trombone. Les enfants, entre 2 et 5 ans, peuvent trouver 150 à 200 utilisations du trombone. Derrière, vers 8 à 10 ans, ils n'arrivent plus qu'à une 50aine. Et passé 15 ans, c'est à peu près comme les adultes. On est créatif par essence. Cette créativité est régulièrement contestée, challengée par l'environnement. Ceux qui arrivent à rester créatifs méritent tout notre respect. Si cet épisode vous a plu, je produis une vidéo tous les 15 jours. Vous pouvez me soutenir en likant la chaîne, en vous abonnant ou en activant la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci pour votre écoute, merci pour le temps que vous passez et merci pour les commentaires que vous laissez sous les vidéos.